Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 22 janvier pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la soirée un petit peu folle d'hier soir avec un petit peu plus de recul. On va évoquer évidemment aussi un dossier mercato, c'est celui de Rashford puisqu'une réunion a eu lieu. On va revenir sur ce sujet et évidemment tous les sujets d'actualité. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. En plus, c'est la Ligue des Champions, profitez-en. Il y a également des casquettes, des écharpes, des survêtements, un petit peu de tout. Donc, je vous mets un code promo dans la description. Vous pouvez même profiter de celui-ci pour avoir des maillots gratuitement. Il faut juste le préciser dans la description lorsque vous faites un achat. Donc, il y a tous les éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Bon, on va revenir sur la soirée folle d'hier déjà, avec la victoire au bout du bout à la 96e minute sur un but de Rafinha contre Benfica. Évidemment, ça permet à Barcelone de sécuriser le top 8, mais pas que, parce que le Barça, avec 6 victoires de suite en Ligue des Champions, égale son record depuis 2015. Donc ça faisait depuis 2015 que le Barça n'avait pas eu telle performance en Ligue des Champions. Bon, là, il y a une phase de groupe avec 8 matchs. C'est un peu plus différent, mais quand même, surtout, économiquement, c'est une excellente nouvelle parce que le Barça s'assure des primes de victoire en Ligue des Champions à hauteur de 2,7 millions d'euros pour chaque victoire. Et en plus, le Barça s'assure une qualification d'office en huitième de finale, ce qui permet d'avoir une prime de 11 millions d'euros lorsque tu es déjà dans les 8 qualifiés. Sans oublier évidemment les primes de télévision, UEFA, etc. sur les 10 ans, etc., etc. Mais en tout cas, le Barça, aujourd'hui, est sur une bonne séquence économique en Ligue des Champions, également une bonne séquence économique avec la victoire en Supercoupe d'Espagne. Donc au niveau sportif, ça se passe plutôt bien sur les compétitions, on va dire, rémunératrices. Maintenant, il va falloir faire beaucoup mieux en Liga, à 7 points du leader, le Real Madrid. Donc il reste encore pas mal de matchs, mais j'ai espoir, c'est une équipe qui a une mentalité, il faudra juste pas faire d'erreurs, ce qui est compliqué, je ne veux pas vous dire que c'est facile, mais il y a toujours de l'espoir, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir de toute façon, surtout avec cette équipe un petit peu folle, avec pas mal de jeunes qui n'abandonnent jamais, donc ça c'est un élément important. Donc sur la performance d'hier, à noter avec un peu plus de recul, on l'a vu, il y a des grandes difficultés lorsque le Barça n'a pas le ballon et a un pressing pas très intéressant. Systématiquement, les adversaires attaquent nos côtés, que ce soit le côté d'Alejandro Balde ou le côté de Jules Koundé, parce que défensivement, ils sont soit à 1 contre 2, parce qu'on l'a vu, hein, parfois Lamine Yamal ne revient pas, et donc comme hier, on l'a vu, dès qu'il y a beaucoup de joueurs sur un côté et qu'il y a un changement d'aile, Koundé est systématiquement en difficulté. D'ailleurs, ça amène le premier but de Benfica, ou sur le côté de Balde, qui est souvent, lors des gros matchs, visé, même si lors des gros matchs cette saison, on s'en sort plutôt bien. Sur les petits matchs, beaucoup plus compliqués. Après, Balde fait un début de l'année 2025 plutôt bon, même très bon, donc ça c'est à noter. Mais collectivement, il y a eu une baisse, on ne peut pas le nier, avec évidemment le fait que Cubarsí joue maintenant sur le côté gauche parce que Inigo Martinez est blessé et Araujo est de retour. Il y a la connexion Cubarsí et Lamine Yamal qui a disparu avec ces fameuses diagonales, et donc là aussi on perd un petit peu en termes de qualité de sortie de balle. Il y a également un espoir, c'est également le fait qu'un joueur comme De Jong apporte de la compétitivité comme Gavi, ce qu'il n'avait pas en première partie de saison, parce que Gavi blessé, De Jong aussi, et il n'était pas revenu à un certain niveau, ce qui avait cramé certains de nos joueurs qui jouaient beaucoup de minutes, et donc à un moment donné, ils étaient fatigués, tu faisais jouer des joueurs de banc qui n'étaient pas forcément en forme, et tu l'avais payé par la suite. Donc là, ça peut être très intéressant d'inclure beaucoup plus de joueurs dans l'effectif, et surtout ne pas perdre en compétitivité. Maintenant, il y aura des jugements qui seront faits sur la Ligue des Champions au mois de mars maintenant, puisque normalement, je crois que le Barça ne jouera pas en février, puisque ce sera le play-off, hein, sauf erreur de ma part. Voilà pour en gros les principaux éléments. Évidemment, la une hier de tous les journaux, elle était pour Rafinha, parce que Rafinha fait une saison extraordinaire. Et oui, pour moi, Rafinha, c'est pas un crack, dans le sens où c'est pas un joueur... tu te dis, waouh, c'est Neymar, c'est pas Messi, etc. Par contre, on peut pas nier, cette saison, il est extraordinaire. C'est pas de la surchauffe, parce que la surchauffe, ça dure 2-3 mois. Là, ça dure quand même depuis pas mal de temps. Déjà, l'année dernière, rappelez-vous, contre le PSG, c'est un joueur qui est décisif, tout simplement, dans les gros matchs, depuis très longtemps désormais. Naples, l'année dernière, PSG,
Real Madrid par 2 fois, Bayern Munich, etc., etc. Le seul match cette saison, il n'a pas été décisif, c'est contre l'Atlético, il tape le poteau, je crois. Sinon, tous les autres matchs, il a été ultra décisif, et c'est un joueur qui, pour moi, fait partie des meilleurs joueurs du monde. Peut-être le meilleur cette saison avec Salah. Même si, encore une fois, je le répète, en termes de qualité intrinsèque, un joueur comme Lamine Yamal, pour moi, est le meilleur cette saison en Europe, c'est pour vous dire. Mais en termes d'efficience, etc., cette saison, Rafinha est le meilleur joueur du Barça, sans oublier des joueurs comme Pedri qui contrôlent le tempo des matchs, qui sont super importants, et Koubarsi, évidemment, défensivement, on ne l'oublie pas. Voilà un petit peu pour ce résumé. On a parlé beaucoup des pénaltys. Alors hier, je le répète, il y a pénalty de Tech sur Actoroglu. J'entends beaucoup de gens dire qu'il n'y a pas pénalty. Il y a pénalty parce qu'il y a une règle, je le rappelle, moi non plus je ne savais pas cette règle avant avoir checké. Lorsque le gardien fait un geste de la sorte, c'est-à-dire que le joueur est obligé d'esquiver le gardien, sinon il le tue, quoi. Il le blesse, eh bien il y a pénalty qui peut être sifflé. Surtout qu'en plus, en vrai, il y a un contact au genou. Et donc ça me choque pas, il y a pénalty. Et la sortie était un petit peu ridicule. Ensuite, le pénalty sur Lamine Yamal. Au début, honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas pénalty. Avant ce matin, tout simplement, j'ai eu un ralenti où finalement, je vois qu'il y a un contact également, pas au niveau de l'épaule seulement, mais également au niveau du mollet. Donc le pénalty n'est pas choquant. C'est en zone grise, et zone grise, ça peut être donné comme ne pas donné. Et sur la dernière action, pour moi, il n'y a pas pénalty du tout pour Benfica. Je m'explique, ça peut être également considéré comme zone grise, mais avant, tout simplement, tu as le joueur. Déjà, il n'y a pas coup franc pour la faute que De Jong fait, déjà. Et ensuite, le joueur de Benfica se met devant Fermín López, il écrase le pied de Fermín López, et Fermín a les mains au-dessus pour éviter tout contact. Et ensuite, le joueur de Benfica qui a la position ne bouge plus et fait en sorte qu'il y ait un contact avec le haut du corps. Et pour moi, ça, c'est pas un penalty qui se siffle à ce moment-là d'un match. Et c'est, comme je vous l'ai dit, une zone grise. Et il l'a pas sifflé. C'est pas une erreur manifeste de l'arbitrage, de telle sorte qu'il faut changer la décision. Et je considère que la décision du VAR a été juste. Voilà pour le match contre Benfica. Maintenant, hier, il s'est déroulé également une réunion entre Deco et l'agent de Marcus Rashford, son frère. Donc, selon les informations, le Barça a 5-6 jours, selon la Cadena Copé, pour dire à Rashford le deal va se faire. Donc, on verra s'il va se faire. Ça dépendra, comme je vous l'ai dit, beaucoup, soit d'Ansu Fati, soit d'Eric Garcia. Eric Garcia ayant une offre de Gérone et il veut y aller, ce ne serait pas un problème pour lui d'y aller. Et de Côme en Italie, de Fabregas, Côme qui est détenu par un très très riche. Et donc là aussi, on pourrait avoir des nouvelles d'ici quelques jours, quelques semaines. Je le rappelle, pour moi, Eric Garcia vaut 15-20 millions d'euros. Il est important dans l'effectif cette saison. On peut nier son apport et donc c'est intéressant de le garder. Je ne sais pas si il sera substituable par un Christensen par exemple, mais en tout cas pour amener Rashford 6 mois en prêt, on verra. On verra en tout cas sur ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est bien de sacrifier Eric Garcia de toute façon parce que soit tu le vends maintenant, soit en été, à moindre coût parce qu'en été lui restera 1 de contrat. Donc c'est une décision qui devrait tout simplement être prise par la direction sportive. Donc des nouvelles d'ici quelques jours. On sait qu'il y a Dortmund également sur le dossier, mais le Barça veut le joueur veut Barcelone. Hansi Flick veut le joueur, il a déjà discuté avec lui, donc on verra si du fair play est généré pour recruter l'anglais. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.